Ténès, elle est gastro-entérologue, chef de service à la Croix-Saint-Simon de proctologie. Elle pose aussi elle fait aussi la neurostimulation, de la neuromodulation sacrée. Mais aujourd'hui, je lui ai proposé de venir nous parler des pathologies en rapport avec l'HPV. Et pour nous, le sujet, c'est comment savoir les patients qui sont à risque de développer un cancer. C'est un sujet de santé publique parce qu'actuellement, on a beaucoup de mal à obtenir une vaccination large du premier vaccin anti-cancer. Et c'est Isabelle qui est une pionnière et qui a, dans le monde entier, fait des exposés sur tout son travail sur l'HPV. À toi. Merci de cette très gentille introduction et surtout de votre invitation. Je suis très honorée de venir vous parler effectivement de ce topic sur lequel on travaille beaucoup. Et puis, ça me ramène quelques années en arrière où je venais au Cordelier à l'amphithéâtre Farabeuf pour mes premiers cours de médecine. Donc, je suis vraiment ravie, encore à double titre. Alors, effectivement, donc, Béatrice m'avait proposé les infections HPV du condylome à l'anus. Alors, le condylome, vous connaissez, ce sont ces petites lésions qu'on appelle en crête de coq, qui sont dues aux HPV 6 et 11, et des petites lésions qui apparaissent sur toutes les muqueuses qui ont un tropisme pour ces papillomavirus à tropisme génitaux, avec des lésions anales qui peuvent être marginales ou intracanalaires, des lésions sur le col, péniennes et également aussi sur les muqueuses buccales. Donc, il faut les rechercher dans toutes les localisations. Je ne vais pas beaucoup m'étendre sur cette problématique qui touche néanmoins beaucoup de monde puisqu'on considère que 80% des personnes ont été un jour en contact avec un papillomavirus, souvent ces papillomavirus à bas risque et dont on se débarrasse assez facilement. On le sait chez la femme, 95% en 2 ans. Alors, on a des nouvelles recommandations pour la prise en charge thérapeutique des patients atteints de condylomes anogénitaux qui viennent d'être publiées sous l'autorité de l'HAS en novembre 2024. Donc, je vous invite à regarder sur le site si vous voulez en savoir un petit peu plus. En tout cas, on associe une destruction physique ou chimique. Le traitement dépend du nombre, de la taille des lésions, également de leur localisation, puisque certains traitements n'ont pas d'AMM pour la localisation intracanalaire. On s'accompagne assez facilement d'une histologie, notamment quand on a une lésion atypique, quand on est sur un terrain à risque, notamment les patients vivant avec le VIH, les greffés, les patients sous immunosuppresseurs. Bien entendu, il faut prendre en charge les autres IST associés et traiter les partenaires. Je fais rapidement vous parler un petit peu de ces cas particuliers qui sont ce qu'on appelle les Buschke-Lowenstein, qu'on appelle des condylomes géants, qui sont liés à des papillomavirus bénins à bas risque, le 6 et le 11. Par contre, on a une transformation en carcinome invasif dans 30 à 50% des cas, et l'exérèse est chirurgicale en plusieurs temps pour éviter des sténoses anales cicatricielles. Maintenant, ce qui nous occupe beaucoup et ce qui nous préoccupe beaucoup, ce sont des lésions liées au papillomavirus à haut risque. En fait, vous avez une centaine de papillomavirus et certains donc sont dits à haut risque, et notamment le 16 ou le 18, qui sont pourvoyeurs de lésions intraépithéliales. Ces lésions intraépithéliales, elles se développent dans un épithélium malpigien, préférentiellement sur des zones transitionnelles, comme dans le col de l'utérus, où on a un épithélium transitionnel entre des épithéliums glandulaires et un épithélium malpigien. Et vous voyez que quand les modifications cellulaires sont confinées au tiers profond, ce sont des lésions de bas grade. Et quand les lésions cellulaires atteignent les 2 tiers ou les 3 tiers de la hauteur de l'épithélium, on appelle ça des lésions de haut grade. On a abandonné maintenant les termes de dysplasie légère, modérée à sévère, et surtout ce terme de carcinome in situ qui fait peur aux patients et qui ne sont que des AIN3, c'est-à-dire des néoplasies anales intraépithéliales, comme le CIN, VIN, PIN. On a la même déclinaison. Et donc maintenant, on regroupe les AIN2, 2 tiers et 3 tiers AIN3 en lésions de grade et qu'on appelle les HSIL. Et en fait, on a un petit peu regroupé dans ces définitions que le diagnostic soit histologique ou cytologique, parce qu'on s'est mis à faire, comme les gynécologues, des frottis, des cytologies du canal anal
pour pouvoir détecter ces lésions. Et donc, on va avoir dans la classification, maintenant elle est standardisée depuis cette publication de 2012 de Terry Darragh et des Américains. Donc, on va avoir maintenant une terminologie donc cytologique et histologique avec aussi des ASCUS, les lésions indéterminées, ASCAH, lésions incitant à des lésions de haut grade, enfin ne pouvant éliminer une lésion de haut grade. Et cliniquement, ces lésions intraépithéliales de haut grade, vous voyez que on voit un petit peu de tout. Il y a un phénotype très, très différent avec ces lésions cutanées, ce qu'on appelait les maladies de Bowen, qui sont en fait des lésions intraépithéliales de haut grade cutanées avec ces lésions érythémateuses et qui peuvent être tout à fait extensives. Vous remarquez que chez ce patient, il y avait un nodule un peu à l'intérieur et que ici, c'était dégénéré. Une papulose bovénoïde, un tout petit cancer et une petite lésion intraépithéliale de haut grade avec des mosaïques et que l'on voit d'un examen qu'on appelle l'anoscopie de haute résolution. Je vais vous en reparler. Donc, juste un tout petit focus rapide sur cette étude qui regroupe plus de 29 000 hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, chez qui la prévalence des lésions intraépithéliales de haut grade est évaluée à 11% chez les hommes VIH négatifs et 22% chez les hommes VIH positifs, qui est cette colonne-là. Et vous voyez la grande disparité selon les études et selon aussi les moyens qu'on se donne pour mettre en évidence les lésions intraépithéliales. Alors, pourquoi on s'intéresse à ces lésions intraépithéliales? Eh bien, c'est parce qu'elles sont le lit du cancer de l'anus et que, effectivement, maintenant, on a reconnu que le cancer de l'anus, c'est une pathologie HPV induite liée à une infection persistante, et c'est ça qui est important, par un papillomavirus à haut risque. Donc, vous voyez qu'une infection transitoire par un condylome, par un papillomavirus à bas risque, je dirais que bon, ce n'est pas très, très inquiétant et très embêtant. Par contre, une infection persistante par un HPV à haut risque déclenche toute cette cascade d'événements, de lésions intraépithéliales qui deviennent de plus en plus sévères et infiltrantes. L'histoire naturelle est assez lente, assez mal connue, même si on progresse. Et on sait maintenant que le cancer de l'anus, dont l'incidence est de 1 à 2 pour 100 000 en France, parmi ces cancers, 93% sont attribuables à des HPV et 80% aux HPV 16 ou 18. Le cancer de l'anus reste un cancer féminin dans 65% des cas, atteignant la femme plutôt vers 55-65 ans. Maintenant, l'incidence du cancer anal a augmenté de 56% depuis 1990, 88% chez la femme, 17% chez l'homme. Et vous voyez que dans ces projections, ça ne cesse d'augmenter tant chez l'homme que chez la femme. Et on a vu apparaître des cancers chez des hommes jeunes, 45 ans, vivant avec le VIH. Et vous voyez ici la courbe d'apparition, l'âge moyen au cancer chez les patients vivant avec le VIH est plus jeune que chez les patients VIH négatif. Et vous voyez cette épidémie de cancer du canal anal. Donc tout ça a fait qu'on s'est beaucoup penché sur cette question, qu'on a identifié des groupes à risque. Et vous voyez que dans ces groupes à risque, on en a retenu 3 très importants. Je vais vous en reparler. Ce sont les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, vivant avec le VIH, âgés de plus de 30 ans, mais surtout de plus de 45 ans, puisque vous voyez que dans cette population, le risque est multiplié par 100 par rapport à la population générale. Et quand on franchit cette barre au-dessus de 50 pour 100 000, on rejoint le risque de cancer du côlon dans la population générale où on a mis en place un dépistage. Vous voyez que les 2 autres groupes très près derrière, ce sont les femmes qui ont des antécédents de lésions vulvaires, donc VIN, c'est la même chose, de haut grade, 2, 3, ou cancer vulvaire, et aussi les femmes transplantées d'organes solides depuis plus de 10 ans. Je ne détaille pas les autres risques, mais on a aussi montré que le traitement de ces lésions de haut grade réduisait la progression vers le cancer grâce à une grande étude prospective randomisée qui a recruté parmi 10 000 patients 4 450 personnes vivant avec le VIH, âgées de 35 ans et plus, hommes et femmes, chez qui le diagnostic de lésion intraépithéliale de haut grade avait été fait en anoscopie de haute résolution. 2 bras, surveillance simple et surveillance et traitement itératif, avec la démonstration d'une diminution de 57% du risque de cancer entre les 2 bras, surveillance et cancer traité, avec une progression vers le cancer plus importante en cas de lésion étendue, presque 10 fois plus, ce qui est très important.
Dans cette étude, on remarque aussi que le nombre de cancers n'était finalement pas si important que ça. On avait dans une méta-analyse dit qu'il fallait 400 patients VIH+ vivant MSN VIH+, pour avoir, qui avait des lésions de haut grade, pour avoir un seul cancer. Néanmoins, ce risque existe et on a montré que de traiter, dépister et traiter les lésions diminuait le cancer. Donc, on a finalement tout mis en place pour maintenant mettre en place un dépistage. Donc, on a des outils de détection des lésions intraépithéliales qui sont, comme chez le gynécologue, la cytologie avec un frottis en couche mince. C'est assez simple à faire avant lubrification, bien sûr. On met en suspension les cellules dans un liquide alcoolique, centrifugation, coloration et rendu selon les mêmes systèmes de Bethesda, avec, vous voyez, des sensibilités correctes entre 54 et 89%, et une spécificité de 37 à 39% qui varie selon la population, la sensibilité meilleure chez les personnes vivant avec le VIH et les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Le gros problème, c'est la mauvaise corrélation entre l'histologie et la cytologie, et ce qui fait que c'est un examen de triage qui est un petit peu imparfait, et en plus, il ne localise pas la lésion. Alors, on peut aussi détecter le papillomavirus, et notamment l'HPV haut risque, les 16 et les 18. Il y a plusieurs trousses sur le marché. Ce n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données dans l'anus sur les vraies sensibilités cliniques pour détecter des lésions de haut grade de chaque trousse. Je rappelle qu'il y a un centre de référence pour les papillomavirus qui donne des agréments sur la reproductibilité des trousses dans le col de l'utérus. On en est loin, mais c'est un outil qu'on a développé. Alors, le dernier outil qu'on a développé, comme les gynécologues, c'est qu'on fait la colposcopie de l'anus, c'est-à-dire l'anuscopie de haute résolution, où on va faire un examen donc sous colposcope avec un bon appareil de magnification de l'image, appliquer de l'acide acétique et du Lugol, et vous voyez apparaître des petites lésions donc, qui blanchissent sous acide acétique avec des ponctuations, ici des petits stries, Lugol négatifs, qui sont des lésions de haut grade. Donc l'anuscopie de haute résolution avec l'analyse de la sémiologie permet de prédire si ce sont des lésions de bas grade et de haut grade, de centrer les biopsies et même les traitements, puisqu'on peut détruire sous infrarouge ou au bistouri électrique les lésions intraépithéliales de haut grade. Ça, c'est un condylome, c'est des lésions de bas grade avec une lésion papillaire. Et vous voyez ici des lésions de haut grade, des mosaïques et des ponctuations. Et ici, une lésion de haut grade un petit peu plus diffuse. Le problème, c'est que l'anuscopie de haute résolution est un examen opérateur dépendant, peut-être aussi centre dépendant, et je crois beaucoup, c'est ce qu'on avait montré avec ces courbes en bas de notre grande étude APACHE qui regroupe 6 centres en France dans lequel on avait suivi 500 patients qui avaient des lésions intraépithéliales liées, dans une population homosexuelle masculine VIH. Et donc, on a montré qu'il y avait aussi des différences entre les centres, peut-être liées à l'interaction avec la cytologie, l'anatomopathologie. En tout cas, ce n'est pas encore un examen, même si c'est présenté comme le gold standard, ce n'est pas encore un examen parfait. Et on travaille beaucoup dessus pour que cette technique soit diffusée, soit enseignée. On porte un e-learning, des masterclass très, très régulières pour pouvoir diffuser cette technique et surtout assurer une qualité de cet examen, ce qui est extrêmement important et bien sûr crucial dans cette thématique. Néanmoins, avec tous ces arguments, on est arrivé à proposer avec la SNFCP un dépistage en France des lésions anales précancéreuses dans les 3 populations que je vous ai montrées tout à l'heure sur la courbe très à risque, c'est-à-dire hommes homosexuels masculins vivant avec le VIH âgés de 30 ans et plus, et bien sûr encore plus après 45 ans, femmes transplantées d'organes solides depuis plus de 10 ans, femmes ayant des lésions anales précancéreuses et de la vulve, et les recommandations qu'on a faites avec le groupe de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, on a ajouté les femmes vivant avec le VIH ayant des antécédents de lésions cervicales de haut grade, c'est-à-dire CIN2+. On recommande le même dépistage dans ces 4 populations, un test HPV 16. S'il est négatif, et bien sûr, les patients n'ont pas de symptômes, c'est du dépistage, on est en population asymptomatique par définition, les patients seront revus 5 ans plus tard. Si le test HPV est positif, on va proposer un examen clinique proctologique et une cytologie anale et adresser en anuscopie de haute résolution les patients qui ont une anomalie clinique
ou une cytologie anormale avec par contre un cut-off assez bas qui est Ascus, qui est encore imparfait, que ça adresse beaucoup de patients quand même encore en anoscopie de haute résolution. Et après, selon le grade des lésions qui vont être retrouvées, on va bien sûr traiter les patients qui ont des lésions de haut grade, les revoir tous les 6 mois et suivre les lésions en anoscopie de haute résolution jusqu'à disparition, être un petit peu plus, avoir des espaces un petit peu plus larges pour les lésions de bas grade. Et quand les patients ont une anoscopie de haute résolution normale, on propose de les revoir à 3 ans et de ne pas attendre 5 ans, de ne pas les remettre complètement dans le circuit HPV négatif. Alors, l'IAINS, là, c'est la Société internationale des néoplasies intraépithéliales anales. Beaucoup d'Américains et puis aussi des Australiens, enfin maintenant beaucoup de monde a proposé des recommandations un petit peu finalement similaires, basées soit sur un test HPV au risque, soit sur une cytologie, d'écarter du dépistage quand les tests sont normaux, éventuellement d'en faire un deuxième et d'amener à l'anoscopie de haute résolution. Maintenant, quand on regarde dans les lignes, ils décrivent aussi beaucoup de situations où le dépistage peut être un peu dégradé quand l'accès à l'anoscopie de haute résolution n'est pas simple, ce qui est le cas en France aussi. Globalement, ce sont un peu les mêmes stratégies. Eux, ils se sont situés sur des populations un petit peu plus larges en disant on va commencer quand le risque est 10 fois celui de la population américaine, c'est-à-dire 17 pour 100 000, ce qui fait beaucoup plus de patients qu'en France. En conclusion, une infection transitoire par un HPV à bas risque est banale et bénigne. Et il faut vraiment différencier les choses. Des lésions anales intraépithéliales de haut grade peuvent se développer en cas d'infection persistante par un HPV à haut risque. Un dépistage dans les populations à risque très élevé de cancer de l'anus est maintenant recommandé en France, comme je vous l'ai indiqué. Cependant, il repose sur un test de triage de l'HPV-16 qui n'est pour l'instant pas encore recommandé, qui est suivi d'un examen, enfin, par rapport remboursé, pardon, qui est suivi d'un examen clinique avec une cytologie, puis une anoscopie de haute résolution, qui ne doit être réalisée qu'après une formation rigoureuse, un aide et du matériel adapté, dans une mise en place concertée de tout le parcours, dans un souci de qualité indispensable et de dialogue avec les anatomopathologistes, les virologues, qui est indispensable pour que la chaîne soit parfaitement bien rodée. En cas d'absence d'anoscopie de haute résolution, de recherche d'HPV ou de cytologie, le dépistage reste clinique sur un examen clinique annuel poursuivi dans la population à risque. Et bien sûr, seule la vaccination HPV généralisée pourra réellement réduire drastiquement le nombre de cancers de l'anus et éviter finalement toute cette séquence que je vous ai montrée. Voilà, je vous remercie et je ne résiste pas au plaisir de vous présenter mon équipe. Merci Isabelle. Un sujet donc d'actualité, hein. Je pense que vous êtes tous au courant de ces campagnes de vaccination. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, concernant la vaccination, quelle population, quel âge? Alors, la vaccination, elle est recommandée chez les jeunes. Avant, on avait commencé par les jeunes filles. Après, on a étendu aux jeunes garçons. Maintenant, elle est généralisée jusqu'à 26 ans. Remboursée, prise en charge par la sécurité sociale. Alors, il est variable. Je crois qu'on est autour de 40% chez les garçons, un petit peu plus chez les filles. Ça dépend des âges et des générations. Il y a des pays où ils sont très très bien placés, et par exemple en Australie où ils sont à plus de 90% et qui vaccinent les collégiens depuis des années, ils ne voient plus de condylome. Est-ce que c'est une vaccination volontaire ou est-ce qu'elle est soumise à Alors la demande? vous savez qu'il y a eu des campagnes, elles étaient volontaires avec l'accord des parents, bien entendu. Il y a eu des campagnes de vaccination, notamment au collège en classe de 5e et 4e, qui se développent avec des résultats un petit peu variables aussi en fonction des départements et puis de la qualité de la mise en place qui est encore un peu difficile et il est encore difficile de convaincre les parents. Ouais, il y en a comme sur tous les vaccins. Oui. Oui, oui. C'est pas une vaccination obligatoire. Non, 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 Il non. faut juste rappeler que l'Académie a beaucoup poussé pour Oui. soutenir la vaccination anti-HPV. Et je trouve que c'est déjà un énorme progrès qu'on soit allé jusqu'à 26 ans pour les garçons et les filles. Oui. Mais parce que après, en fait, cette vaccination, on sait qu'elle est efficace avant les premiers rapports, avant Mais oui. la
voilà, la rencontre avec un papillomavirus. Donc, plus on avance en âge, plus effectivement les patients ont pu rencontrer l'HPV. Maintenant, il y a des études sur l'effet de la vaccination après traitement des condylomes. Donc, on attend un petit peu les résultats. C'est un peu variable. Et aussi après traitement de lésions intraépithéliales de haut grade, les résultats sont moins bons que la vaccination chez les patients naïfs. L'effet n'est pas nul. La vaccination entraîne-t-elle des effets secondaires? Minime. Il y en a comme tous les ans, rougeur au point d'injection. Voilà. Donc oui, on ne peut pas dire que ce soit nul. Je crois pas qu'il y ait eu aucun accident grave décrit. Si? Non, mais il y avait eu, je crois, ce cas d'un collégien qui avait fait un malaise après. Ah Enfin, oui, bon, c'est vrai. voilà. C'était une chute, mais il y a eu un amalgame après qui peut être malheureusement. Je pourrais ajouter que pour l'étendue de la vaccination, la population à vacciner, pardon, il va être avancé à 9 ans Très bien. pour décorréler complètement la vaccination des premiers rapports. Parce que les familles étaient assez réticentes en disant, bon, vous parlez de rapport, bien entendu, il n'est pas question qu'il soit vacciné, parce qu'il n'est pas question qu'il ait un rapport. Et donc, initialement, il y avait une grossière anomalie qui était de ne vacciner que les filles, ce qui était une aberration mentale, je pense, parce que, étant donné les circonstances dans lesquelles ça se produit, et donc 9 ans, bientôt 9 ans, 26 ans. Très bien. C'est vrai qu'au départ, la vaccination avait été présentée aux jeunes filles, enfin aux parents des jeunes filles, en disant on va protéger votre fille contre le cancer du col de l'utérus. Donc du coup, c'était difficile de dire il va falloir aussi vacciner vos garçons sans éventuellement parler d'homosexualité. Maintenant, on sait que probablement la vaccination, elle protégera aussi des cancers ORL, dont certains sont HPV induits et qui sont en pleine explosion. Donc on a intérêt à vacciner dans les deux sexes. Pour les patients VIH, Isabelle, les dépistages HPV, ça se fait par frottis. Est-ce que les patients VIH sont quand même assez habitués à se faire des auto-dépistages pour d'autres pathologies? Est-ce que c'est faisable pour l'HPV ou pas? Tout à fait. Il y a eu des études qui ont montré des très bons, notamment à Bichat, ils ont beaucoup travaillé dessus avec Valentine Ferré, sur les performances des autotests qui sont excellentes pour l'HPV. Voilà. Et on travaille maintenant sur des marqueurs plus fins et notamment des marqueurs de méthylation, comme on fait dans le col, qui pourraient nous en fait détecter quels sont les patients qui vont avoir des lésions de haut grade, qui vont évoluer. Parce que finalement, détecter toutes les lésions de haut grade, bah, c'est bien, mais peut-être que c'est pas ça ce qu'il faut faire. Il faut détecter les lésions de haut grade qui vont dégénérer, puisque toutes ne dégénèrent pas. Et on a montré, grâce à notre étude à page, que 30 à 40% des lésions pouvaient disparaître, notamment quand elles étaient uniques et peu étendues. Est-ce qu'il y a un effet croisé positif éventuel, je ne sais pas, des médicaments pour le VIH quand il y a des lésions Alors, on avait montré en fait au départ, parce qu'en fait ces pathologies et notamment de cancer de l'anus apparaissent chez les patients vivant avec le VIH depuis de nombreuses années. En fait, les traitements antirétroviraux probablement n'aident pas à la clairance de l'HPV. Donc, le fait qu'ils soient traités n'aide pas. Ce qu'on essaie de voir, c'est si le nadir des CD4, l'ancienneté de l'infection est plus un facteur de risque sur la progression des lésions, et ce qui est effectivement peut-être le cas. En fait, voilà. Hmm. Question pratique, on voit très couramment, enfin, pour les chirurgiens digestifs, on voit très couramment des patients adressés pour condylome, donc on les enlève. Bien. Ils doivent être surveillés, ces gens-là? Alors, on les surveille dans les quelques mois, voire années qui suivent. Après, moi, je pense qu'il ne faut surtout pas inquiéter les patients pendant des années. On sait que les condylomes peuvent récidiver. Il faut traiter aussi les partenaires parce que sinon, bah, voilà. Mais c'est aussi pour ça, des fois, parfois, qui récidivent. Donc, moi, j'ai tendance à les suivre 6 mois, 12 mois, éventuellement 24 mois. Si c'est rien passé, après, de leur dire, voilà, 95% des femmes clairent spontanément leur papillomavirus au niveau du col. Mais par contre, il faut avoir l'histologie facile sur les condylomes, sur les terrains à risque, comme je vous l'ai dit,
Et des fois, si vous trouvez des lésions de haut grade, là, par contre, ils vont rentrer dans la filière lésions de haut grade. Merci Isabelle, je crois qu'on a vraiment eu l'experte de l'HPV. Merci beaucoup. Je remercie aussi Hubert et toute l'Académie de nous avoir invités. Je crois qu'on était très heureux de faire cette expérience assez étonnante, je dois dire, de revenir dans ces locaux, de vous rencontrer, de voir que les chirurgiens qui sont plus tout à fait jeunes sont encore complètement dans le coup et posent plein de questions intéressantes. Ben, moi, je ne savais pas. J'avais dit aux journalistes, oh, il va y avoir des vieux poussiéreux. Moi, je ne sais pas si j'y vais. Mais vous allez voir, vous vous trompez complètement. C'est pas du tout ça. Et je confirme. Merci beaucoup. Méfie-toi parce que tout est enregistré, hein. Et donc, en tout cas, oui, donc on vous remercie. On vous remercie parce que, comme je le disais, c'est une pathologie très fréquente qui mérite d'être mis un peu en exergue, puisque, vous l'avez dit, il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas encore bien pris en charge. Et donc, merci beaucoup à vous. La proctologie, c'est un peu inépuisable, hein, et donc, vous reviendrez.